Hitler envahit la Pologne. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939 a définitivement réduit à néant l'espoir que la guerre de 14-18 ait pu être la der des der. Les tentatives pour maintenir la paix par le désarmement avaient finalement échoué. La Société des Nations s'était montrée impuissante à agir contre l'agression de l'Abyssinie et de la Chine. Les efforts pour apaiser Hitler avaient été un échec, et la Pologne devenait le tombeau de toutes les politiques imaginées pour empêcher la guerre. Deux jours après l'attaque allemande, la France et la Grande-Bretagne tinrent leurs engagements envers la Pologne en déclarant la guerre à l'Allemagne, sans stopper l'attaque allemande. Même à Berlin, il n'y eut aucune manifestation de joie, contrairement à ce qui s'était passé en août 1914, non seulement en raison du cruel souvenir de la Grande Guerre, mais aussi de la certitude que la guerre allait désormais être l'occasion d'attaques aériennes massives des villes. Hitler voyait dans la guerre la seule solution pour briser l'intransigeance polonaise à propos du corridor de Danzig. La France et la Grande-Bretagne étaient le dernier recours pour freiner ses ambitions. Son allié, Mussolini, n'était alors pas prêt pour la guerre et se contentait de rester spectateur. Staline, qui avait signé un pacte de non-agression avec Hitler à la veille du conflit, au mépris des Anglais et des Français, qui avait tenté de former une nouvelle alliance avec la Russie comme en 1914, commença à envahir l'est de la Pologne, mais seulement après que les Allemands aient largement affaibli l'armée polonaise. Les États-Unis, tout comme en 1914, conservèrent leur politique isolationniste et Roosevelt proclama la neutralité de son pays. La plus grande peur de l'Allemagne était de se retrouver à lutter sur deux fronts, à l'est et à l'ouest. À la différence de 1914, Hitler ne craignait pas la menace d'une invasion venue de Russie. La Pologne pouvait être conquise rapidement s'il était capable de contrer d'éventuelles attaques franco-britanniques depuis l'ouest. Pour cela, l'armée allemande avait développé un nouveau concept de guerre pendant les années 30, la Blitzkrieg ou guerre éclair. Les deux éléments essentiels de la Blitzkrieg étaient les divisions de Panzer, des chars au déplacement rapide, combinés à la puissance aérienne, en particulier celle du bombardier en piqué Junker Ju-87 Stuka. Les Stuka étaient utilisés comme une artillerie aérienne qui épaulait les chars pour briser rapidement et encercler les lignes de défense ennemies. Ces poches de résistance étaient ensuite réduites par l'infanterie qui suivait juste derrière. Mais cette dernière, comme en 1914, se déplaçait encore largement à pied, et il y avait toujours le risque que les panzers progressent trop vite par rapport à elle. La Pologne avait un sérieux problème car elle avait d'importantes frontières à défendre. Elle avait une frontière avec l'Allemagne à l'ouest, mais elle subissait aussi une pression importante à l'est et au nord. Finalement, à partir de mars 1939, une nouvelle menace survint des troupes allemandes en Slovaquie. Les Polonais égalaient l'Allemagne en nombre de soldats, qui ne manquaient pas de courage, mais étaient équipés de matériel relativement dépassé.
Dans les toutes premières minutes de l'attaque allemande, le cuirassé Schleswig-Holstein commença à bombarder la forteresse de Westerplatte dans le port de Danzig. Pendant ce temps, la Luftwaffe attaquait les aérodromes pour détruire autant d'avions polonais que possible au sol. L'armée polonaise tenta bien d'affronter la Luftwaffe en plein ciel, mais le prix à payer fut élevé. Les bombardiers allemands attaquèrent les moyens de communication, les ponts et les concentrations de troupes. Le peuple polonais découvrit brutalement le caractère impitoyable de la guerre moderne. Les panzers brisèrent rapidement les défenses polonaises, piégeant ainsi un grand nombre de soldats. L'infanterie arrivait alors pour réduire ses poches pendant que les panzers continuaient d'avancer. Ce sont ainsi des milliers de soldats polonais hébétés qui furent faits prisonniers. Mais les Polonais continuaient à combattre, tentant des contre-attaques lorsqu'ils le pouvaient. La fleur de leur armée, la cavalerie, effectua des charges désespérées et suicidaires contre les chars allemands. Les Polonais ne purent empêcher les Allemands d'atteindre la rivière Vistule près de Varsovie au 15e jour du conflit. Les derniers espoirs polonais étaient que les Franco-Britanniques frappent l'Allemagne à l'ouest. Mais les Français n'étaient pas préparés pour avancer au-delà de la portée des canons de la ligne Maginot. Les premières tentatives allemandes pour entrer dans Varsovie échouèrent. Les Polonais étaient déterminés à défendre leur capitale et refusaient de se rendre. En conséquence, les Allemands envoyèrent la Luftwaffe. Les citoyens de Varsovie firent alors la même expérience que ceux de Madrid et de Guernica en Espagne, ou ceux de Shanghai et Nankin en Chine. Mais Varsovie tint bon. Le 17 septembre, les Allemands avaient complètement envahi le corridor de Danzig. Les avancées depuis la Prusse orientale, au sud et à l'est de l'Allemagne, avaient isolé totalement Varsovie, tandis qu'une attaque depuis la Slovaquie pénétrait profondément dans le sud de la Pologne. Mais ce même jour, les Russes envahirent soudainement la Pologne depuis l'est sur un large front. Les derniers espoirs polonais étaient réduits à néant. Les Polonais ne pouvaient résister à l'armée rouge, mais l'avance soviétique était peu spectaculaire. Il ne faut pas oublier que Staline avait décapité son armée en supprimant l'élite de ses officiers. Les troupes allemandes continuaient à avancer vers l'est. 2 jours plus tard, les deux armées se rencontrèrent près de Brest-Litovsk, lieu du traité de paix de mars 1918 entre les deux pays.
Les Allemands et les Russes pouvaient désormais se consacrer au nettoyage des dernières poches de résistance polonaise. Mais les Polonais n'avaient pas baissé les armes. Varsovie demeurait assiégée en dépit des appels à la reddition. Les bombardements de la Luftwaffe continuaient. Tous les services publics de la ville furent détruits. La Vistule constituait le seul approvisionnement en eau. Pour empêcher la population de souffrir des privations, la garnison se rendit le 27 septembre et les troupes allemandes entrèrent triomphalement. Certains soldats polonais parvinrent à s'échapper et à marcher jusqu'en France pour former une nouvelle armée. Le général Ladisław Sikorski forma un gouvernement en exil à Paris. En Pologne, les dernières poches de résistance tombèrent le 5 octobre 1939. Les 20 ans d'indépendance du pays venaient de prendre fin. Le pays était désormais partagé en deux. Les Allemands gardaient la partie ouest du pays, les Russes, l'est. En Pologne occidentale, le joug nazi commença à se faire sentir. Mais le sort de nombreux Polonais capturés par les Russes fut révélé qu'en 1943 lorsque les Allemands découvrirent les preuves du massacre de 4000 officiers polonais en Russie à Katyn. Il fallut 45 ans pour que les Russes reconnaissent ce crime. La Pologne désormais écrasée, Hitler pouvait se tourner vers l'ouest et redéployer l'essentiel de ses forces afin de les préparer à attaquer la Hollande, la Belgique et le nord de la France à partir de la mi-novembre. Les Britanniques et les Français n'avaient pas pu faire grand-chose pour aider la Pologne. Les Français avaient replié leurs troupes autour de la ligne Maginot aussitôt la Pologne tombée. La vérité était que la fortune dépensée par les Français pour construire la ligne Maginot les avait conduits à une politique exclusivement défensive qui avait anéanti tout esprit d'offensive. Les Anglais étaient sur le point d'envoyer un important contingent sur le continent. Ils avaient fait la même chose 25 ans plus tôt. Comme en 1914, 4 divisions traversèrent la Manche. Les Alliés faisaient confiance à la ligne Maginot pour dissuader les Allemands de franchir les frontières françaises. Leur réaction à une attaque allemande à travers les Pays-Bas serait d'avancer vers la Belgique, mais le nord de la France avait des trous dans sa ligne de défense. Pendant ce temps, les Alliés commençaient à étendre la ligne Maginot vers le nord et le Luxembourg. C'était tout ce qui était possible de faire puisque la neutralité de la Belgique les empêchait de venir inspecter la ligne de défense de la Dyle. Le temps de l'attente allait commencer. L'offensive allemande semblait devoir être remisée à plus tard, car l'hiver s'était abattu sur le front ouest. Cette période fut baptisée la drôle de guerre.
À Londres et à Paris, on attendait des raids aériens massifs comparables à ceux qui avaient dévasté Varsovie. En Grande-Bretagne, les enfants furent déplacés des villes vers la campagne, plus sûre. Tous les civils devaient avoir à portée de main un masque à gaz, car on craignait que la Luftwaffe n'utilise des armes chimiques à grande échelle. Les forces aériennes des deux camps savaient que toute attaque contre des cibles civiles entraînerait des représailles violentes. Du coup, les premières opérations de la RAF se limitaient à des attaques de jour contre les navires de guerre allemands. Ce furent rarement des succès et de nombreux avions furent abattus. La RAF se concentra alors sur le largage de tracts de nuit sur l'Allemagne. L'hiver 1939-40 fut rude et empêcha les opérations aériennes. Ce n'est qu'en mer que les hostilités se déroulaient. Depuis son déclenchement, il était évident que la guerre sous-marine, à la différence de 1914, allait être déterminante. Le jour de la déclaration de guerre à l'Allemagne, le 3 septembre, un U-boat allemand coula l'Athéna, un petit paquebot dans l'Atlantique Nord, entraînant la mort de 112 personnes, dont 26 citoyens américains. Les Britanniques organisèrent immédiatement des convois et déclarèrent le blocus total de l'Allemagne. Les convois prenaient du temps à se mettre sur pied et la Royal Navy connaissait une pénurie de navires d'escorte. La conséquence en fut que, à la fin de cette année 1940, les 57 U-boats opérationnels dès le début des hostilités coulèrent plus de 100 navires, principalement des unités naviguant seules. Mais parmi ces victimes, il y eut aussi le porte-avions Courageous. L'attaque de la flotte ancrée à Scarborough dans les Orcades et qui entraîna la perte du cuirassé Royal Oak fut encore plus audacieuse. Gunther Prien, le commandant du sous-marin, devint cette nuit-là un héros en Allemagne. En raison de cette force sous-marine relativement peu nombreuse, Hitler était même résolu à employer sa flotte de surface contre les lignes commerciales britanniques. Elle avait même reçu la priorité sur les sous-marins dans les chantiers navals. Un vaisseau, le Graf Spee, avait quitté l'Allemagne avant le déclenchement de la guerre et avait commencé à harceler les navires britanniques dans l'Atlantique Sud et l'océan Indien, laissant dans son sillage de nombreuses épaves. Les Britanniques formèrent une task force pour le contrer. Il fut finalement repéré par 3 croiseurs opérant à partir des îles Malouines. Le 13 décembre, ils le poussèrent vers l'Argentine et le Rio de la Plata. Dominé par l'artillerie de marine britannique, le Graf Spee chercha refuge dans le port neutre de Montevideo. Le commandant Hans Langsdorff pensait qu'une flotte importante était arrivée et l'attendait à la sortie de la baie. Il préféra s'aborder son navire plutôt que d'être vaincu ou capturé par l'ennemi. Il se suicida quelques jours plus tard. Ce fut un des rares succès des forces françaises et britanniques en 1939. Les équipages des 2 navires britanniques, l'Exeter et l'Ajax, furent accueillis en héros à leur retour. L'attention des Anglais et des Français était tournée vers la Scandinavie. Staline craignait que son petit voisin du Nord, la Finlande, n'autorise le passage des troupes allemandes, ce qui faisait peser une menace sur Leningrad et surtout sur le port de Mourmansk. Staline proposa aux Finlandais un échange de terrain, à savoir une région désolée, contre des zones qui permettraient de sécuriser Mourmansk et Leningrad.
Les Finlandais refusèrent et le 30 novembre 1939, Staline lança ses troupes contre eux. Contre les Finlandais en infériorité numérique et dépourvus d'armement en provenance de l'étranger, ce devait être une victoire rapide pour les Russes. Mais les Finlandais tinrent bon et infligèrent de lourdes pertes à leurs agresseurs. Les purges menées par Staline avaient dévasté les rangs des officiers supérieurs de l'armée rouge, si bien qu'elle était désormais menée par des officiers sans aucune expérience. Semyon Timonchenko, un des rares officiers à avoir survécu aux purges, prit alors le commandement et attaqua à nouveau en février 1940. Son offensive et les attaques aériennes russes finirent par payer. Début mars, les Finlandais demandèrent l'arrêt des combats et furent forcés de rendre une partie de leur territoire. Il en résulta un exode massif des Finlandais de ces régions. Les alliés occidentaux voulaient aider les Finlandais en envoyant des troupes depuis Narvik en Norvège, pays neutre. L'acier suédois en route pour l'Allemagne transitait également par ce port. La marine allemande était très intéressée par les fjords norvégiens qu'elle voulait utiliser comme base pour les opérations contre l'Angleterre. Hitler demanda qu'on dresse des plans d'invasion. Le 16 février 1940, le destroyer britannique Cossack entra dans un fjord norvégien et récupéra, sur le navire prison Altmark, les marins capturés par le Graf Spee. La préparation de l'invasion allemande s'accéléra et le 6 avril, la flotte prévue leva l'ancre. Elle fut repérée par un avion de la RAF le lendemain et la flotte britannique quitta ses ports d'attache. Mais le mauvais temps empêcha l'interception. Le 8 avril, les troupes allemandes commencèrent à débarquer en différents points des côtes norvégiennes, dont Narvik. D'autres forces débarquèrent à Oslo et les parachutistes s'emparèrent de l'aérodrome de Stavanger. Les forces norvégiennes, mal préparées, ne pouvaient faire face à ces attaques simultanées. Dans le même temps, le Danemark, pris totalement par surprise, fut envahi et forcé à capituler. La percée allemande vers Oslo répondit aux mêmes critères que les attaques éclairs. Bombardement d'altitude de la Luftwaffe, attaque en piqué des Stuka semant la panique dans les populations en fuite sur les routes et enfin la progression des blindés. L'intérieur de la Norvège fut une proie facile pour la Wehrmacht. Conjointement, la marine remonta très vite vers le nord, vers Narvik.
Les 10 et 12 avril, les destroyers britanniques entrèrent dans le fjord de Narvik pour attaquer les navires allemands. Ils coulèrent un total de 9 destroyers allemands et perdirent 2 des leurs. Les attaques aériennes redoublèrent. Ces attaques isolèrent pratiquement les troupes allemandes de Narvik. Des troupes alliées débarquèrent également sur la côte norvégienne. Dans le même temps, les Allemands prenaient Oslo et commençaient à relier leurs différentes zones de débarquement. Ils bénéficiaient de la supériorité aérienne, ce qui leur permit d'isoler les zones de débarquement alliées, forçant ainsi les soldats à évacuer les plages une par une. Leur seul succès ponctuel fut la prise de Narvik. Mais début juin, ils furent forcés d'évacuer la ville. Les armes allemandes triomphaient une fois de plus. Et en juin, des événements encore plus spectaculaires se déroulèrent quelques milliers de kilomètres plus au sud. Pour Hitler, la Norvège était pratiquement un leurre pour masquer ses principaux objectifs qui étaient de traverser les Pays-Bas et le nord de la France afin de disposer de bases aériennes et navales d'où il pourrait menacer l'Angleterre. Les Alliés savaient que les Allemands pensaient envahir l'Ouest. La météo difficile retardait les opérations. Elles furent compromises lorsqu'un avion de la Luftwaffe faisant un atterrissage forcé en Belgique en janvier 1940 permit aux Alliés de récupérer les plans de l'attaque. Le printemps arrivé, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, s'avançant un peu, déclara « Hitler a raté le bus ». En vérité, il y avait un important débat dans le camp allemand sur la façon dont l'attaque devait être menée. L'armée allemande à l'ouest était organisée en 3 groupes d'armées. Le plan original prévoyait que le groupe B, au nord, avec l'essentiel des chars, fasse l'effort principal à travers la Hollande et la Belgique, puis oblique vers la côte, soutenu par le groupe A sur son flanc sud. Le groupe C, plus petit, devait rester en position défensive en face de la ligne Maginot. Le commandant du groupe d'armée A, von Rundstedt, et plus particulièrement son chef d'état-major, Erich von Manstein, repoussèrent ce plan, objectant qu'il était trop évident et laisserait une part importante de l'armée française intacte à la fin de l'opération. La poussée principale devrait être faite par leur groupe d'armées au centre avec l'objectif d'isoler les armées alliées positionnées au nord. Le groupe d'armée B devait envahir la Hollande et attirer l'attention des Alliés vers le nord, tandis que le groupe C conservait son rôle défensif face à la ligne Maginot. Hitler donna son accord à ce plan à la mi-mars, mais les opérations en Norvège repoussèrent son exécution. La décision des Alliés de maintenir leur défense au nord et d'effectuer une percée vers la Belgique, encore neutre, en cas d'attaque allemande, influença le plan von Manstein.
Les Alliés considéraient comme infranchissables les collines boisées des Ardennes, au sud de la Belgique, à travers laquelle, pourtant, la principale offensive allemande allait passer. Les Alliés, spécialement les Britanniques, avaient renforcé leurs armées pendant l'hiver, mais de nombreuses divisions restaient sous-équipées. Les communications étaient mauvaises et le commandement allié était plutôt composé de théoriciens que de combattants. Bien que les Alliés aient plus de chars que les Allemands, 3300 contre 2600, un grand nombre de ceux-ci, comme les Matildas britanniques, étaient utilisés en soutien de l'infanterie et se déplaçaient lentement. Le gros char B1 souffrait d'avoir un seul homme dans la tourelle, ce qui signifiait que son occupant devait à la fois commander le char et s'occuper du canon en même temps. La faiblesse la plus importante des Alliés était que la ligne Maginot avait généré une forme de rigidité de pensée qui ne pouvait s'opposer à la fluidité de la guerre éclair des Allemands. L'attaque allemande fut finalement lancée à l'aube du 10 mai. Les avions allemands attaquèrent les bases aériennes en Belgique, en Hollande et en France afin de détruire le plus possible d'avions au sol. Peu de temps après, les troupes allemandes franchirent les frontières hollandaises, belges et luxembourgeoises. Dans le nord, les parachutistes furent utilisés pour sécuriser les ponts les plus vitaux, indispensables pour l'avance des chars. Une division complète fut larguée sur les aérodromes hollandais et sur des routes pour s'emparer d'autres objectifs vitaux. Les Hollandais avaient compris ce qu'il s'était passé en Norvège et avaient mis des obstacles sur les pistes qui causèrent de lourdes pertes. Mais l'armée hollandaise, avec ses armes obsolètes, ne pouvait pas faire grand-chose face à la machine de guerre allemande, désormais efficace, et la plupart du pays avait été pris en 5 jours. Le 11 mai, à la frontière germano-belge, 80 commandos parachutistes s'emparèrent de la forteresse d'Eben-Emael, réputée inexpugnable, faisant prisonniers les 120 hommes qui s'y trouvaient. Lance-flammes et charges creuses, utilisées pour la première fois de l'histoire militaire, étaient facilement venus à bout de ce monstre de béton et d'acier. Le 14 mai, les Allemands exigèrent la reddition du port de Rotterdam. Les Hollandais hésitèrent et immédiatement une vague de bombardiers décolla pour attaquer la ville. Alors qu'ils étaient en l'air, la ville se rendit aux Allemands. Malheureusement, les bombardiers allemands ne purent être stoppés et une grande partie de la ville fut détruite. Une fois de plus, la guerre aérienne avait été utilisée de façon injustifiée. Le lendemain, le gouvernement hollandais capitula.
La percée principale, maintenant, pouvait suivre son cours et les Allemands ne tardèrent pas à pousser vers l'ouest. Les forces belges, malmenées, furent repoussées en direction de la Dyle. Pendant ce temps, l'élite des troupes françaises et anglaises entrait en Belgique dès le 10 mai afin de prendre position sur les rives de cette rivière. Ils rencontrèrent un flot immense de réfugiés prenant la direction inverse. Sept divisions de Panzer traversèrent les Ardennes, épaulées par les bombardiers en piqué Stuka qui frappaient juste en avant des chars pour faciliter leur progression, suivis de près par l'infanterie. La campagne de France est la démonstration d'école de la stratégie du Blitzkrieg allemand. Ces divisions n'eurent aucune difficulté à prendre à revers les forces alliées. Au soir du 12, ils avaient atteint la Meuse et commençaient à affronter les défenses françaises sur sa rive occidentale. Le lendemain, les Allemands commencèrent à franchir le fleuve en différents points en utilisant des embarcations en caoutchouc afin d'établir des têtes de pont sur l'autre rive. Les tirs français étaient nourris au départ, mais les Allemands établirent leur position sur la rive et commencèrent à installer des ponts pour permettre aux blindés de passer. L'artillerie allemande bombarda les défenses françaises. Dans les airs, les Stuka attaquèrent sans trêve. Les Français se replièrent, permettant aux Panzers d'avancer vers l'ouest. Les attaques aériennes alliées échouèrent et 35 bombardiers légers furent abattus en 5 jours.
les Français tentèrent d'engager leurs 4 divisions blindées. L'une venait juste d'être constituée et commandée par le colonel Charles de Gaulle. Ils tentèrent de frapper le flanc le plus exposé de l'avancée allemande, mais leur système de commandement trop lourd permit aux Allemands de les repousser et de leur infliger d'importantes pertes. Le 15 mai, la situation était la suivante. Au nord, les armées alliées tenaient bon face au groupe d'armées nord, mais l'information selon laquelle les panzers étaient passés au sud entraîna un retrait de ces forces. Pour les soldats alliés qui avaient combattu vaillamment, ce fut un coup porté au moral. Ce fut aussi un traumatisme pour les populations locales. Le flot de réfugiés encombrait les routes et rendait le retrait des troupes bien difficile. Les panzers avançaient toujours vers l'ouest, créant une confusion indescriptible. Le général Gamelin, incapable de prendre des décisions, fut remplacé par Maxime Weygand le 19 mai. Au même moment, le maréchal Pétain, héros de Verdun en 1916, fut nommé Premier ministre. Weygand tenta de coordonner les attaques des blindés français et britanniques sur le flanc de la percée allemande. Il y eut quelques succès locaux, mais l'attaque fut repoussée. Ces attaques rendirent le haut commandement allemand nerveux, d'autant que l'infanterie suivait derrière. La fatigue des équipages de chars augmentait et une halte temporaire fut ordonnée. Le général Guderian, un des grands architectes de la stratégie Blitzkrieg, la guerre éclair, déterminé à ne laisser aucun répit aux Alliés, poursuivit sa route. Le 20 mai, ces chars atteignaient les côtes de la Manche, près de l'embouchure de la Somme. Les troupes alliées, qui tentaient de revenir vers le sud, étaient désormais isolées. Guderian remonta vers le nord et s'empara du port de Boulogne avant d'attaquer Calais. Là, une brigade mise sur pied à la hâte venait juste d'arriver d'Angleterre pour renforcer les défenses françaises. La garnison opposa une féroce résistance et de violents combats se déroulèrent pendant 2 jours. La puissance supérieure allemande finit par forcer les défenseurs à se rendre. Le nœud autour du cou des armées alliées au nord se resserrait un peu plus. Ils étaient désormais séparés du reste des troupes françaises de la ligne Maginot et du sud de la Somme. Les Belges
constatant que leur pays était au bord de l'envahissement, demandèrent l'armistice considérant que toute résistance était désormais vaine. Elle fut actée le 27 mai. Le vide créé par cette reddition força les Britanniques et les Français à se retrancher dans un périmètre restreint. Le commandant britannique, Lord Gort, décida que ses troupes devaient être évacuées vers l'Angleterre, seule option pour éviter la reddition, d'autant que la pression allemande sur la poche de résistance alliée centrée sur Dunkerque devenait importante. Les troupes britanniques s'installèrent sur les plages, attendant ce qui allait devenir le miracle de Dunkerque. En Angleterre, une flotte importante mais disparate se constituait à la hâte, rassemblant tout ce qui pouvait flotter. Des navires aussi variés que des destroyers, des ferrys, des bateaux de plaisance, des barques, etc. Elle traversa la Manche pour rapatrier les troupes massées sur les plages. L'évacuation commença le 27 mai. Une décision allemande offrit miraculeusement un répit supplémentaire aux assiégés. Hitler avait en effet stoppé les chars allemands parce qu'Hermann Göring l'avait persuadé que sa Luftwaffe pouvait finir le travail. Plusieurs navires furent coulés, mais les chasseurs de la RAF, basés dans le sud de l'Angleterre, permirent la poursuite de l'évacuation. Les plages étant maintenant soumises à des tirs d'artillerie de plus en plus violents et le nombre de navires coulés augmentant, l'évacuation fut stoppée le 3 juin. Pas moins de 220 000 Britanniques et 120 000 Français et Belges furent récupérés. Mais ils avaient laissé sur les plages tous leurs véhicules et leurs armements lourds et beaucoup de leurs compagnons désormais prisonniers de guerre. C'était un sérieux revers. La bataille de France n'était pas terminée et il y avait encore beaucoup à faire avant que les troupes allemandes ne profitent de leur victoire. Le 5 juin, le groupe d'armée C, continuant d'enserrer les défenses de la ligne Maginot, les Allemands franchirent la Somme. Comme à l'habitude, la Luftwaffe prépara le terrain. La résistance française fut ferme et les Allemands durent lutter pour maintenir leur tête de pont, mais ne tardèrent pas à reprendre leur progression. Les prisonniers de guerre français étaient de plus en plus nombreux. Les colonnes de Panzer fonçaient vers Paris.
Le gouvernement français déclara la capitale ville ouverte le 11 juin pour éviter les destructions et ravages dont avaient souffert Varsovie et Rotterdam. 4 jours plus tard, à la stupéfaction des Parisiens, les Allemands s'emparaient de la cité qui leur était restée inaccessible en 1914. Le 16 juin, les Allemands proposèrent l'armistice. Dans le même temps, les Allemands avaient attaqué la ligne Maginot complètement encerclée grâce à une offensive venue du nord. Les défenseurs français firent plus que se défendre. Les Allemands parvinrent à faire tomber certains forts et occupèrent une partie de la ligne Maginot. La forteresse, soi-disant infranchissable, qui devait défendre la France, était finalement tombée. La situation française s'aggrava le 10 juin lorsque Mussolini, resté en marge du conflit malgré la pression d'Hitler, finit par déclarer la guerre aux Britanniques et aux Français. 10 jours plus tard, ses troupes pénétrèrent dans le sud de la France, s'attendant à rentrer facilement dans le pays. Elles furent surprises par la solide résistance qu'on leur opposa et n'avancèrent pratiquement pas. Les Britanniques, bien qu'ayant évacué leurs troupes de France, tentèrent d'envoyer une autre force expéditionnaire à Cherbourg. Mais le temps qu'elle soit organisée et qu'on y inclue une division canadienne, il était déjà trop tard et elle dut revenir en Angleterre. Même si elle avait réussi à débarquer, cette force n'aurait pas réussi à changer le sort de la bataille. Elle était trop petite et trop mal équipée pour affronter longtemps les armées allemandes. Winston Churchill, qui avait pris le poste de Premier ministre le 10 mai, le jour même de l'attaque allemande, avait compris que l'Angleterre allait être la cible suivante d'Hitler et il commença à s'y préparer. De l'autre côté de la Manche, le 22 juin 1940, les Français durent signer l'armistice dans le wagon même où les Allemands avaient signé leur reddition en novembre 1918. Ce fut une dernière humiliation pour les Français et un moment de triomphe pour Hitler.